Petite présentation, vous avez un diplôme d'ingénierie aéronautique à l'ISAE en 2010, puis vous avez travaillé dans la société EXA Corporation en qualité d'ingénieur d'application et simulation 3D, d'écoulement d'air, puis d'assaut système en 2018 lors de l'achat d'EXA. Merci. Depuis mars 2020, votre expertise et l'outil sont appliqués à une simulation de Dassault Systèmes au service du monde médical pour lutter contre la propagation du Covid-19. Là, vous avez eu beaucoup de reconnaissance dans vos recherches et c'est un peu l'objet d'aujourd'hui. Vous avez pendant 10 ans travaillé un très large éventail de problématiques industrielles liées à l'aérodynamique, l'aéroacoustique et la thermique. C'est pour ça qu'on s'est rapproché à vous et merci de participer à cette matinée. Vous gérez aujourd'hui le déploiement d'une plateforme numérique dédiée à la prévention des infections et avec à ses côtés à votre côté une équipe d'une dizaine de personnes. Le titre de votre communication de ce matin, c'est « Jumeaux virtuels et ventilation dans l'architecture sanitaire. Comment le virtuel permet une meilleure opération et conception des hôpitaux ». Merci. Merci Donato de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis ravi d'être là, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, mon profil ne me destinait pas à venir ici aujourd'hui. Et pourtant, c'est effectivement la crise Covid qui a permis en fait de libérer un peu la collaboration entre des acteurs qui n'auraient jamais dû se rencontrer, des ingénieurs en modélisation, des médecins, des architectes. Et on va essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et donc, le sujet du jour, ça va être un petit peu comment on arrive à mieux anticiper les risques de contamination par air qui ont été un sujet super important pendant la pandémie, qui le sont toujours. Qu'est-ce qu'on va respirer dans une salle qui va être plus ou moins bien ventilée comme ici? Est-ce qu'on est vraiment sûr de l'air qu'on respire? C'était un petit peu les questions qui nous avaient été posées par les médecins pendant la pandémie. Et en fait, si on veut traiter du sujet de la contamination aéroportée, en fait, on fait face à un ennemi qui est invisible. Et il y a plusieurs en fait, phénomènes physiques qui convient en fait, de comprendre et d'anticiper. Comment une personne qui va être contaminée ou une pollution va se propager dans l'air. Comment la ventilation de locaux peut amener en fait une dispersion plus ou moins forte et plus ou moins contrôlée de ces contaminants dans un environnement qui est fermé. Et puis, in fine, comment ces particules respiratoires vont se déposer sur les surfaces ou vont être extraites par la ventilation. Et comme on est face à un phénomène invisible, évidemment, c'est très, très compliqué de pouvoir l'anticiper intellectuellement parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, on va le voir après. Si on veut faire en fait, des essais physiques, ça devient compliqué. On peut le faire en laboratoire, mais vraiment sur des petits environnements très maîtrisés. Donc là, on maîtrise bien ce qu'on va regarder. Par contre, toute la complexité architecturale, la complexité de l'environnement dans lequel on travaille, elle n'est pas prise en compte. Et faire un essai à l'hôpital, c'est très compliqué. Il faut fermer des services, des chambres. Donc en opération, c'est quasiment impossible. On ne sait pas vraiment comment instrumenter ou aller mesurer nos particules. Donc ça devient en fait très très complexe de travailler sur un sujet comme ça, en réel. C'est pour ça que du coup le virtuel nous paraissait être un bon vecteur en fait pour se rapprocher de ce qui se passe sur le terrain. Et donc pour ça en fait on a plusieurs paramètres à intégrer dans notre jumeau virtuel. Évidemment, on a les plans architecturaux ou les modèles 3D quand ils sont disponibles, la ventilation. Donc on va mélanger tout ça pour recréer en fait un jumeau virtuel le plus fidèle possible de l'hôpital. Donc ça, c'est une bonne vision d'ensemble. Par contre, ce qui se passe en fait sur le terrain, il y a plein de facteurs en fait qui s'ajoutent à simplement cette disposition architecturale de l'espace et de la ventilation. On a la présence de patients qui vont émettre de la chaleur par leur corps. On a la présence des bouches de ventilation, leur forme, leur localisation, la présence d'équipements médicaux qui vont dégager de la chaleur, qui vont bloquer des écoulements d'air. Est-ce qu'on est en pression positive, neutre, négative? Donc tout ça, ça devient extrêmement complexe. On a beaucoup de facteurs en fait à prendre en considération. Et on n'a pas que des facteurs techniques, on a aussi en fait des facteurs humains. Et donc on a pas mal d'acteurs en fait qui interviennent sur la prévention de ces infections. Donc là vous allez voir en fait quelques images de simulation, on va y revenir après en détail. Regardez ici dans l'animation des écoulements d'air qui sont sous un plafond dans une chambre de réanimation à Bichat. On a déjà en fait les services cliniques qui eux en fait comme ils travaillent dans ces locaux et qui doivent traiter les patients,
veulent comprendre en fait quelles sont les situations à risque et puis comment, in fine, réduire les risques d'infection nosocomiale. Donc, est-ce qu'on est capable, en fait, avec des modélisations, de donner en fait cette compréhension aux services cliniques? On a un second acteur, qui les équipes d'hygiène ou de prévention des infections, qui, eux, en fait, sont chargés de définir la stratégie globale à l'hôpital, mais aussi locale dans chaque service, de prévenir les infections et, in fine, les infections aéroportées. Donc, comment ces acteurs-là vont pouvoir sensibiliser les gens sur le terrain? Quels sont les moyens à leur disposition pour vraiment éduquer les personnes? Donc là, on voit en fait sur une salle de surveillance post-interventionnelle des particules qui se dispersent, on reviendra après. Mais est-ce qu'on a moyen en fait d'aider ces acteurs de terrain à rendre finalement visibles des phénomènes invisibles pour vraiment pouvoir changer les pratiques? Et puis le dernier acteur, c'est la direction des travaux. Donc, est-ce qu'on est capable, avec une modélisation, d'aider à une meilleure conception dans le futur, d'aider en fait aussi à une meilleure opération du bâtiment, une meilleure rénovation quand on veut rénover des services, par exemple. Et puis, comme on parle de qualité d'air, en fait, on fait face aussi à une équation qui est un petit peu complexe à résoudre parce qu'on a à la fois une qualité d'air optimale à assurer et à la fois une facture énergétique qui devient en fait de plus en plus compliquée à assumer. Donc, comment on fait cohabiter les deux pour pouvoir faire en sorte qu'on va travailler sur ces deux aspects? Et avant de passer aux exemples, un dernier aspect aussi à prendre en compte, c'est finalement la granularité des situations à l'hôpital. Donc on peut très bien travailler à l'échelle d'une chambre, hein, on l'a fait à l'hôpital Bichat, on le va voir juste après, mais on peut travailler aussi à l'échelle d'une chambre double. Donc comment en fait on va aider à faire cohabiter deux patients dans le même espace et réduire les risques d'infection nosocomiale entre ces patients en période de grippe hivernale ou de pandémie. Travailler aussi sur des espaces beaucoup plus vastes, hein, des salles de réveil avec 20-30 lits en espace ouvert. Donc, comment on s'assure en fait de savoir où placer ces patients et comment on va dire, assurer la meilleure sécurité entre des personnes qui seraient infectieuses, des personnes fragiles dans le même espace. Travailler à l'échelle d'un étage complet ou d'un service complet. Donc, comment en fait on peut anticiper en fonction de la ventilation, en fonction de la défaillance de ventilation aussi, les risques de transmission à longue distance entre les chambres. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là? Et puis, on a parlé pas mal de climat aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable en fait d'anticiper le changement climatique ou l'impact de la saisonnalité, de canicule sur les flux d'air en fonction des matériaux du bâtiment, de leur isolation, de leur position par rapport au soleil? Est-ce qu'en fait on a les mêmes flux d'air dans le bâtiment entre ce qu'on peut avoir en hiver et ce qu'on peut avoir en été? Et donc tout ça, en fait, on a travaillé en modélisation de façon un petit peu incrémentale aux côtés des hôpitaux maintenant depuis plus de 5 ans. Et on essaie de publier au maximum ces travaux pour faire en sorte de se rendre compte déjà qu'on était capable, on avait les technologies en fait pour traiter ces sujets qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément évidents à traiter et d'avoir un vrai impact aussi sur les acteurs de terrain parce que c'est aussi une prise de conscience pour les médecins, entre autres, du fait qu'on est capable d'aller travailler sur ces flux d'air. Je pense que Thomas en dira un petit mot tout à l'heure, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, je voulais commencer avec quelques exemples qui sont très concrets. On va aller vraiment sur quelque chose d'assez simple pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Et puis après, on va complexifier un petit peu la situation. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est le premier qu'on a fait avec la PHP. C'était à la réanimation médicale et infectieuse de Bichat. Donc à ce moment-là, on est en pleine première vague de Covid-19. Et les équipes de la réanimation nous contactent en disant voilà, on a un petit souci, c'est qu'on traite des patients qui ont la Covid. On ne sait pas si nos équipes soignantes sont surexposées à un risque de contamination quand ils rentrent dans les chambres. Donc, est-ce qu'on est capable de traiter ce sujet-là? Et si jamais on a des possibilités d'améliorer en fait la sécurité des soignants, comment on peut faire? Donc, nous, on a travaillé sur une modélisation qui est d'abord assez sommaire hein, de l'environnement de réanimation, mais malgré tout, on va intégrer déjà le patient. On va intégrer la bouche de soufflage que vous voyez au-dessus du patient, qui a une forme avec des ailettes dans toutes les directions. On y reviendra après. Et une extraction qu'on voit sur l'image à droite dans le coin supérieur de la pièce. On va aussi jouer sur les côtés pression négative, pression positive, parce que c'est une salle qui est en pression négative. Donc, on va modéliser le petit jour sous les portes qui fait quelques millimètres. Donc, on intègre ça dans le jumeau numérique. Et derrière, en fait, avec la modélisation, on va déjà comprendre en fait, comment les flux d'air se propagent et interagissent dans cet environnement. La première vidéo en haut à droite, donc on a vraiment une visualisation de l'air sous le plafonnier. On voit déjà qu'on va ventiler très fortement dans cette pièce et que cette bouche de soufflage qui est avec cette forme ronde et ses ailettes dans toutes les directions va disperser l'air frais, entre guillemets, dans tout l'environnement de la pièce. Donc en termes de renouvellement d'air, des espaces, ça paraît pas mal. On va voir que ça a un impact aussi en termes de maîtrise de la contamination. La deuxième vidéo qui est intéressante, c'est la vidéo qui est en bas à gauche. Donc là, on a un plan qui va couper en fait la porte d'entrée.
Et on voit en fait le côté pression négative, donc une lame d'air en fait qui vient du couloir et qui amène de l'air en fait dans la chambre de réanimation, puisque qui dit pression négative dit on va tirer plus d'air qu'on en souffle. Et donc ce courant d'air-là, il va avoir un impact sur ce qui circule dans la pièce. On voit que ça va assez loin, et ce qui fait qu'autour du patient, qui est la dernière vidéo en bas à droite, on a un écoulement d'air qui est certes un peu moins rapide, mais qui est assez perturbé et qui remonte, on va dire, à la verticale vers le plafonnier. Donc déjà, on voit qu'en termes de circulation d'air, c'est complexe, mais on est capable de comprendre un petit peu ce qui se passe. Maintenant, quand on fait éternuer le patient, merci, Donato, qu'est-ce qui se passe? Et donc, oui, c'est la vraie question. Donc là, vous avez en fait, en haut à droite, c'est fait exprès d'ailleurs, hein, merci. Donc voilà ce qui se passe autour de moi actuellement. Donc on a fait en fait tousser notre patient dans cette chambre de réanimation, et donc on va regarder en fait comment les particules respiratoires se dispersent. Et donc là, je vais juste reprendre un petit peu la main sur la vidéo. Mais en fait, on a des moments un petit peu clés qui interviennent et qu'il faut bien comprendre en fait. Au tout début, en fait, sur les premières secondes de la toux, de la respiration, en fait, on va émettre naturellement un nuage d'aérosol qui est très concentré et qui suit en fait l'angle de notre respiration. Ça dure quelques secondes, mais on voit qu'après, très rapidement, ce nuage en fait va remonter. Il est poussé par les flux d'air qu'on voyait autour du patient. Donc là, on perd un peu le contrôle, mais il est remonté en fait vers le plafonnier. Et évidemment, vous avez déjà vu la vidéo, mais ce qui se passe, c'est que quand on arrive au niveau du plafonnier, là, en fait, nos particules respiratoires vont suivre les flux d'air issus de la ventilation. Donc on disperse dans tous les sens. On voit en fait les petits points rouges qui représentent des particules qui sont extraites par l'extraction, qui est très puissante dans cette pièce, mais qui n'est pas suffisamment puissante pour tout contenir. En fait, on pense souvent, par a priori, qu'on met un aspirateur dans une pièce, on va attirer tout l'air de la pièce. En fait, ça, c'est pas vrai. On va attirer vraiment un air qui est local. Il y a vraiment une zone d'influence où l'extraction va venir tirer ces particules. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on sort de l'influence de l'extraction, c'est vraiment les flux d'air qui vont gouverner le mouvement des particules, et on les voit en fait recirculer dans la pièce. Donc ça, c'était une situation qui était intéressante à comprendre. Et donc, les médecins nous ont dit, OK, comment on peut améliorer la situation? Donc on avait un peu carte blanche pour tester des configurations un peu de principe. Et la première qu'on a faite, c'est de se dire, cette bouche, elle nous embête un petit peu, parce qu'elle disperse dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe si on oriente en fait sur la même ligne notre patient, le soufflage et l'extraction, pour essayer de les pousser en fait le plus possible vers l'extraction qui est dans le coin supérieur. Donc c'est la vidéo qu'on a en bas à droite. Il y a beaucoup de particules, c'est un peu le bazar. Mais en fait, en conclusion, au bout de quelques minutes, on voit que le fait d'avoir canalisé en fait une grande partie de ces particules vers l'extraction, ça nous permet en fait d'en extraire quasiment 20% de plus en quelques minutes par rapport à la situation initiale. Donc là, on comprend en fait qu'on a l'architecture de la pièce, mais on a aussi l'intégration du patient, de l'équipement médical, qui peut avoir une influence sur la qualité d'air locale dans cette pièce-là. On n'a pas du tout un environnement qui est homogène, il est hétérogène, et en fait, on est capable d'aller peut-être jouer un petit peu sur des paramètres assez simples, comme la position d'un lit, pour venir un petit peu optimiser cette circulation d'air. Le deuxième point, alors là, c'était vraiment une question très ouverte. C'était, on a des traitements d'air en plus qui traitent 1000 m3, c'est super efficace, mais on ne sait pas si ça marche vraiment en réanimation, et surtout, on ne sait pas où les mettre. Donc là, en fait, c'est un équipement français, donc c'est une grande colonne qui va aspirer de l'air par le bas. Vous avez des images de vitesse et puis qui recrache de l'air propre par le haut. Et donc, on va intégrer finalement ce jumeau virtuel du traitement d'air dans l'environnement du patient. Et donc, première position, qui était la plus simple pour les équipes soignantes, il y a de la place. On le met en face du patient, dans le coin, en fait, en dessous de l'extraction. Sauf que si on fait ça, en fait, notre traitement d'air, c'est pas qu'un traitement de 1000 m3, c'est aussi une façon de souffler de l'air en plus dans la pièce. Donc, on vient perturber en fait les écoulements d'air. Et en fait, ce qu'on voit sur la vidéo en haut à droite, c'est que finalement, cet équipement qui est censé en fait traiter beaucoup d'air, il va pousser en fait des particules de notre patient derrière lui. Et il les empêche en fait de sortir de la pièce. Il les empêche d'être sortis par l'extraction, parce qu'en fait, c'est une ventilation en plus qui, dans ce cas-là, dans le cadre où c'est le patient en fait qui émet de la pollution respiratoire, en fait, c'est pas forcément bénéfique. Alors qu'à contrario, si on le place de l'autre côté, donc si on le met tout dans le même axe entre le patient, le soufflage et l'extraction, en fait, on va venir canaliser encore un peu plus les particules. Donc c'est la vidéo qui est en haut à droite vers l'extraction qui est dans le coin. Et donc on vient gagner un petit peu plus en fait en capacité à extraire des particules en quelques minutes. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, comme il est placé en face de la porte d'entrée, toutes les poussières qui viendraient du couloir par cette petite lame d'air en fait sous la porte, elles viendraient se faire s'aspirer par ce système. Donc en fait, on pourrait aussi limiter les risques de contamination de l'environnement extérieur vers le patient. Donc on gagnerait sur les deux tableaux. Donc cet exemple, en fait, il est assez simple, mais on voit que finalement, c'est pas si évident que ça, en fait, d'anticiper la circulation de nos particules respiratoires en environnement hospitalier. Le deuxième exemple, en fait, que je voulais partager avec vous, c'est finalement un exemple qu'on a fait avec Thomas Similovski à la Pizza Pétrière.
Donc là, on est au moment de la seconde vague. Évidemment, contrairement à la première vague, on doit accueillir à la fois des patients Covid plus et Covid moins dans l'hôpital, notamment dans des salles de réveil où là, en fait, pire scénario possible, on a un environnement qui est ouvert. Donc là, c'est une salle de réveil à la Pitié, salpêtrière, qui est en forme de L. Et en fait, on a une vingtaine de lits sur ce L-là. Et les équipes soignantes de la Pitié avaient pensé dédier 2 espaces, que j'ai cerclés en rouge ici, à nos patients Covid. Donc en bas de l'image, on a 4 lits qui ont un espace qui est séparé par une petite porte coulissante. Donc là, on est plutôt pas mal, a priori. Et puis, en fait, on a 2 lits qui sont dans le coin, en fait, en haut à gauche de l'image, qui sont les lits les plus éloignés des autres, de cette salle de réveil. Donc, a priori, on se dit, on a 6 mètres d'écart. Les recommandations, elles disent 5 mètres, on est bon. A priori, on est pas mal. Mais bon, comme on n'était pas sûr, on s'est dit, on va quand même essayer de modéliser un petit peu ces flux d'air pour être sûr que c'est bien pertinent. Et donc cette salle de réveil qu'on a modélisée ici, donc là on voit qu'on a un peu plus de complexité, il y a plus de lits, on rajoute des équipements médicaux, des paravents, on va rajouter des bouches de ventilation qui là sont pas rondes, elles sont carrées. Et en fait ce qui va se passer ici, donc quand on va regarder les flux d'air sous le plafond, donc c'est une salle qui est très fortement ventilée. Et vous voyez en fait des vitesses d'air qui sont en forme de croix, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir avec ces bouches carrées. Par contre, comme on a une grande quantité d'air qui est soufflé, en fait, notre air va aller très loin dans la salle. Et en fait, si vous regardez bien en fait, entre le centre de la croix ici et le mur qui est en face, où vous avez les patients en transparence derrière, on a 6 mètres. Et pourtant, le flux d'air est suffisamment puissant pour aller parcourir ces 6 mètres et se propager dans le reste de la salle de réveil. Ce qui fait que quand on fait émettre des particules à nos patients sur les 2 lits, qui étaient pourtant les plus éloignés des autres, comme ils sont sous la bouche de soufflage, en fait, ce qui va se passer, et vous le voyez sur la vidéo, c'est que la ventilation va favoriser un transport très rapide de ces particules vers nos 2-3 pauvres patients qui sont de l'autre côté, qui n'ont rien demandé, mais aussi, on ne le voit pas trop, mais sur un poste de travail des soignants qui est en face de nous sur la vidéo. Donc en fait, la distance, c'est bien, mais en fait, l'intégration aussi de tout ce système, la position de nos patients, la bouche de ventilation, la forme en L, etc., on voit que c'est fondamental pour anticiper des situations à risque comme on peut avoir ici. Donc derrière, en fait, on a travaillé du coup avec tous les acteurs de l'hôpital. On avait vraiment un timing qui était très serré. Et donc, finalement, en période de crise, on fait quand même des miracles. Donc, on avait les équipes d'hygiène, on avait les équipes de la salle de réveil, on avait un architecte qui était avec nous, les directions des travaux. Et en fait, en quelques jours, on a testé plein de configurations possibles. On s'est dit, voilà, cette bouche de soufflage, elle nous embête parce qu'elle tire super loin. On va essayer de garder la même quantité d'air soufflé, mais changer les flux d'air en la remplaçant par une petite tôle perforée pour diminuer les vitesses dans la salle. Donc, c'est un premier exemple qu'on a fait là. Et puis après, derrière, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de cloisonner cet environnement pour être sûr que rien ne rentre et rien ne sort, et d'avoir un espace un peu privé pour les patients qui, après le Covid, pourraient être aussi être amenés à être traités dans cette salle de réveil. Et donc, on a testé un cloisonnement derrière nos patients. Évidemment, comme le soufflage est dans le cloisonnement, si on laisse comme ça, on met en surpression, donc si on ouvre la porte, c'est une catastrophe. Il y a tout qui sort dans les SSPI, c'est limite pire en fait, parce qu'on ne va pas extraire les particules. Donc les équipes techniques nous ont dit, nous on peut rajouter, c'est l'image que vous voyez en fait en bas à droite, des petites extractions derrière le patient. Et on peut régler en fait les moteurs pour se mettre soit à pression neutre, donc on va souffler autant qu'on aspire, soit en légère dépression, soit en légère surpression. Et donc on a testé en fait ces scénarios-là, et on s'est aperçu qu'en le mettant en légère dépression, qu'on va aspirer un peu plus, en fait on fait rentrer l'air dans cet petit environnement fermé, et on va pousser les particules derrière le patient, là où il y a les extractions. Donc on va augmenter en fait notre capacité à les extraire et limiter le risque de sortie dans le couloir quand on va ouvrir les portes. Ce qui fait qu'en fait en quelques jours et en un week-end en fait les travaux ont été faits. Donc c'est des photos qu'on a prises quand on a visité cette salle de réveil. Vous avez en haut le petit espace fermé. Vous voyez même d'ailleurs en bas à droite sur le haut de l'image la petite tôle perforée. Et donc en fait c'est un environnement qui devait être temporaire, qui est resté du coup permanent à la Pitié, qui a été aussi, il me semble, transposé en maternité, pour pouvoir permettre aux mamans Covid plus et Covid moins d'être surveillées en fait après intervention, et qui en fait a aussi eu une vocation à rassurer les soignants. Parce qu'en fait, on est passé d'une situation où on ne sait pas s'il y a un risque, et donc cette situation-là, d'a priori, elle n'est pas forcément très bonne, où on a identifié qu'il y avait un problème, et en fait, on a trouvé une solution qui le règle. Et donc, du coup, pour les soignants, c'est ultra sécurisant d'avoir un espace qui a été repensé face à ce risque de propagation par air. Je vais te donner des exemples, après je termine. Un autre exemple, du coup, où on a pas mal parlé en fait aussi de maintenance. J'ai écouté pas mal ce qui se disait au début. Finalement, on a cette phase de conception du bâtiment qui est la première phase, puis après il y a l'opération du bâtiment, la maintenance, qui est un grand poste de coût, mais aussi qui va nous permettre d'utiliser au mieux ou pas le bâtiment.
Et un des exemples qui est très intéressant à partager avec vous, c'est un cas qu'on a fait avec un hôpital à Créteil, où là, en fait, il y a eu des clusters dans un service de pneumologie, en fait, dans cet hôpital-là, en 2021. 2 clusters successifs, très violents, et pourtant une situation qui aurait pas dû arriver, parce qu'on avait des masques FFP2 pour les soignants, les visites de famille étaient ultra réduites, dépistage des patients en arrivant, donc tout le monde était soi-disant négatif. Pourtant, on a un cas qui se déclare, et là, en une dizaine de jours, pardon, on a une vingtaine de cas, moitié patients, moitié soignants, donc un cluster ultra agressif, ce qui fait que on a des soignants qui sont un petit peu à rebours du cluster, qu'ils le subissent. Surtout, on a un deuxième qui arrive après, et donc on se dit, punaise, on n'a pas trouvé la solution, on n'est pas à l'abri d'un troisième. Donc là, en fait, ils font des investigations, ils trouvent qu'en fait, c'est le même variant pour le premier cluster, donc ça avait vraiment un cluster qui était dans le service, il n'y a pas des gens qui se sont contaminés chez eux et qui sont arrivés au fur et à mesure. Ils font de la collecte d'air, ils trouvent du Covid dans des chambres de patients Covid+, ok, dans des chambres de patients Covid-, c'est quand même un peu plus embêtant, dans des salons de famille qui étaient fermés dans les couloirs depuis plusieurs jours. Donc là, en fait, on voit qu'il y a un truc qui circule dans le service. Et donc, ils disent, on va essayer de modéliser, pas une chambre, mais tout le service de la pneumo. Donc là, en fait, on voyait, c'est l'image en haut à droite, on a une trentaine de chambres. On va modéliser un environnement beaucoup plus large. En bas, on a un petit zoom sur les chambres avec une ventilation qui est un peu particulière. C'est une poutre froide qui est au-dessus du patient, donc ça ne fait plus trop maintenant. Les petits carrés en rouge, c'est les extractions. Donc on a un au niveau de la porte d'entrée, un au niveau des sanitaires. On a des chambres qui ont un petit sas d'entrée, des chambres qui n'en ont pas. Donc on va modéliser tout ça. Et en modélisant déjà ce qui se passe dans les chambres, donc vous avez encore une fois à gauche les vitesses d'air et à droite les particules, on se rend compte en fait que le soufflage par la poutre froide, il est extrêmement faible. Les vitesses sont très 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 faibles parce qu'on a peu de débit qui est soufflé dans cet environnement. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que nos particules, on aurait pu penser qu'elles allaient partir à droite et à gauche, poussées par la poutre froide. En fait, pas trop. Elles restent plutôt sous la poutre froide, un peu bloquées. Et puis en fait, elles vont circuler en fait au niveau du mur qui est en face du patient, mais surtout, et on le voit très bien sur l'image de gauche, vous avez en fait un air qui remonte à la verticale, un peu comme une montgolfière. Et ça, c'est l'effet de la chaleur émise par le corps du patient, qui est dans son lit, qui est statique, et donc l'air étant réchauffé par le corps du patient, il va être plus léger. Naturellement, l'air plus léger va remonter, et c'est ce mouvement-là qui va en fait dominer la circulation de particules dans la pièce. Et vous le voyez sur la vidéo en fait des particules qui est à droite. Dès que les particules vont arriver à proximité du patient, elles sont réentraînées dans cette colonne d'air chaud et on est reparti dans la boucle, ce qui fait qu'on n'a pas du tout un environnement qui va désaturer l'air en particules respiratoires, mais on a plutôt tendance à accumuler au fur et à mesure du temps. Et donc dès lors qu'on va ouvrir les portes, évidemment, on a un risque plus important de sortir dans les couloirs. Donc on avait modélisé du coup cette ouverture de porte, on voyait que ça se tenait dans les couloirs. Et puis, du coup, comme on a vu ce phénomène de circulation un peu particulier, les équipes de l'hôpital ont dit on va faire du comptage particulaire. On va appeler Bureau Veritas qui va venir mettre quelqu'un dans le lit, pulvériser des particules. On va compter à différents endroits pour voir si on retrouve vraiment ce que vous avez vu. Et quand ils ont fait ça, non seulement ils ont retrouvé en fait cette dynamique de circulation dans la chambre, mais ils ont aussi mesuré en fait les débits d'extraction et de soufflage. Ils font toujours un contrôle comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu en fait quand les mesures ont été faites? C'est qu'on avait un côté du service, le côté gauche, qui est plus d'extraction, zéro. Donc on avait du soufflage, plus d'extraction, et le côté à droite qui était bien équilibré entre soufflage et extraction. Donc on a un moteur en fait qui est défaillant, on ne sait pas depuis combien de temps, et donc on s'est dit ok, on va remodéliser notre jumeau virtuel avec les vraies données de terrain. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'échelle du service? Est-ce que ça a un impact de se dire bon, j'ai un côté qui n'a pas d'extraction, je fais que souffler, finalement est-ce que ça a vraiment un impact? Et en fait ce qu'on va voir, donc là je vous montre des trajectoires d'air en fait de nos patients sur le côté sans extraction. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'au final, l'air va sortir des chambres, mais on a un mouvement qui va dominer en fait dans le service. C'est que comme on a déséquilibré en fait nos ventilations et qu'on fait que souffler en fait sur le côté gauche et qu'on le met un peu en surpression, et on a une seule sortie du service, entrée-sortie, c'est en haut à droite, on a un petit couloir, et en fait tout l'air va converger vers cette zone de sortie. Et donc on voit en fait une trajectoire d'air qui non seulement remonte les couloirs à l'horizontale et après la verticale si on est en bas du service, mais surtout on va rentrer en fait dans les chambres des autres patients. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que quand on a rejoué le cluster jour après jour, alors il y a toujours plein de facteurs, mais d'un point de vue de la quantité de particules qui passent d'une chambre à l'autre, il y a potentiellement 40% des cas secondaires qui peuvent s'expliquer, ou en tout cas qui ont pu être surexposés à une transmission entre les chambres, parce que ça match dans le temps et dans l'espace. Donc en fait, on voit aussi que l'opération du bâtiment dans le temps, elle est fondamentale en fait pour assurer finalement la meilleure qualité d'air et la meilleure sécurité du patient. Et j'ai un dernier exemple, j'ai encore un petit peu de temps peut-être, Donato. Très bien.
parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital du futur. Et donc, on est intervenu aussi sur de la conception, sur un hôpital qui sort de terre très prochainement, dont j'ai oublié d'enlever le nom, sur pas mal de services, en fait. Et donc là, c'est un service de réanimation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait, pas carte blanche, mais la direction des travaux, le bureau d'études et les médecins nous ont dit, OK, on a un débit qu'on veut assurer dans chaque chambre. Donc, en réa, on est en pression positive. Donc, on veut souffler 500 mètres cubes dans la pièce. En SR 400. Par contre, on a pas mal de latitude pour changer en fait la position de nos bouches de soufflage. Donc, est-ce que avec simplement la contrainte de maintenir un débit, je peux améliorer en fait ma capacité à limiter le risque de contamination pour les patients et les soignants dans cet environnement? Et donc, on va modéliser du coup les flux d'air, les particules. Et donc, on va rentrer un peu dans le détail après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer aussi dans l'étude que finalement, bon là après on a d'autres types de configurations, mais que un 2 volumeurs en renouvellement d'air bien pensé dans une chambre, c'est aussi bon qu'un 5 volumeurs mal pensé si on considère que la source c'est le patient. Et comment on a pu voir ça? Donc en fait on a un exemple assez concret ici. On avait plusieurs designs possibles. Le premier, donc vous avez le patient, en fait, la chambre à gauche. Et il y a 2 designs qui ont été testés. Le premier, ça va être de mettre un soufflage en haut donc vous avez en haut à gauche de l'image et une extraction de chaque côté du patient, à sa tête et à ses pieds. Ou alors un truc plus classique qui est je souffle derrière le patient, j'aspire au niveau de la porte d'entrée. C'est ce qui se fait plus fréquemment. Est-ce que ça a un impact finalement, sachant qu'on souffle la même quantité d'air? Donc notre métrique globale est la même. Eh bien, quand on va regarder en fait les vitesses d'air déjà au-dessus de notre patient, donc là vous avez vraiment une vue du dessus, on voit le patient en transparence, on voit plusieurs choses. La première, c'est que quand on a la configuration à gauche avec le soufflage près du patient, l'extraction de l'autre côté du patient, on a des flux d'air qui vont être poussés vers l'extraction et qui longent en fait le patient par le dessus. A contrario, quand on a nos soufflages qui sont de chaque côté derrière le patient, en fait, on voit nos flux d'air qui se rencontrent en fait ici au milieu, qui créent en fait à proximité immédiate du patient une très grande perturbation. Les jets s'impactent, ça bouge dans tous les sens, et donc on subodore déjà que en termes de contamination, de maîtrise de la circulation de particules, ça va avoir un impact. On n'a pas du tout la même circulation d'air. Et en fait, ce qui se passe quand on va regarder nos circulations de particules, donc vous avez en haut à gauche le design avec les bouches soufflage-extraction de chaque côté du patient, et en bas le design plutôt classique. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur le design classique, en fait, on n'a pas capacité à extraire rapidement les particules autour du patient. Nos extractions, elles sont loin, elles sont au niveau de la porte d'entrée. Et surtout, il y a un énorme mouvement d'air autour du patient qui va disperser les particules dans tous les sens de la pièce. Donc, on perd énormément en capacité à capter en fait, ces aérosols dès leur émission. Parce que l'enjeu, il est là, en fait. On veut en fait, éviter que ça se disperse. Alors qu'à contrario, la vidéo en haut montre qu'en ayant une lame d'air qui va longer au-dessus de notre patient, donc on va déjà avoir tendance à entraîner des particules par cette lame d'air, comme on l'a vu en SSPI, mais en fait, on va les amener directement vers l'extraction. Et donc, on va pouvoir capter beaucoup plus rapidement une grande quantité de particules. Et donc là, on voit qu'en termes de dynamique d'extraction, sur les petites courbes qui sont à droite, sur le même temps physique de 10 minutes, en fait, à iso quantité d'air soufflé, on peut gagner 20-30% simplement en bougeant la forme des bouches par rapport à notre patient. Donc, je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on est capable d'aller sur des choses assez fines pour optimiser finalement l'espace de l'hôpital sur son opération. Et puis pour terminer, simplement, on peut aller aussi plus loin sur de la pédagogie. On a parlé pas mal d'acteurs de santé. Et donc aujourd'hui, en fait, on met en place des technologies de réalité augmentée où on va superposer les simulations dans le vrai environnement du patient. Et donc les équipes d'hygiène, entre autres, utilisent ça pour former les gens, pour révéler finalement ces risques invisibles au sein de l'hôpital. Et donc ça a un impact très fort en fait sur la compréhension de ces phénomènes, pas que pour les soignants, mais on a travaillé aussi avec les ingénieurs de la PHP où on a eu des sessions de travail pour expliquer un petit peu ces modélisations et ces phénomènes physiques. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on permet de donner le même niveau d'information à une très grande typologie de personnes, pas forcément expertes, mais le visuel fait que tout le monde comprend bien ce qui se passe et comprend bien pourquoi telle ou telle action a un impact positif ou négatif sur la situation. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions.